Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. J'ai devant moi un véritable pavé, les actes de la 24e conférence EPIA sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu à Faro, au Portugal, en octobre 2025. C'est dense, c'est académique, mais c'est une mine d'or sur les toutes dernières avancées. Ah oui, et une mine d'or particulièrement riche cette année. Pour qu'on se fasse une idée, on parle de 158 articles de recherche, et ça vient de chercheurs de 32 pays différents. C'est un concentré de ce qui se fait de mieux en IA en ce moment. C'est organisé par l'association portugaise pour l'IA, l'APPA. Notre mission, du coup, c'est de plonger là-dedans et d'en ressortir les pépites, les idées les plus surprenantes. C'est un peu comme si on assistait à toute la conférence, mais en accéléré et en allant direct à l'essentiel. Je propose qu'on survole les thèmes et après on zoome sur 4 études de cas qui m'ont vraiment interpellée. Elles montrent comment l'IA résout des problèmes très concrets. Ça vous va? C'est un plan parfait. Allons-y. Alors rien qu'en regardant la table des matières, ce qui frappe, c'est la diversité. Bien sûr, il y a les classiques, traitement du langage, l'IA en médecine, mais on trouve aussi des trucs beaucoup plus inattendus. J'ai noté IA et créativité, IA pour l'architecture et la conservation, et même IA et droit. Ah oui, On est loin de l'image de l'IA qui fait que classer des images de chat, quoi. c'est exactement ça. Cette liste montre bien que l'IA, ce n'est plus un concept monolithique. C'est une boîte à outils, en fait. Une collection d'outils ultra spécialisés pour des secteurs très différents. On ne parle plus de l'IA, mais d'une IA pour la finance, une pour l'urbanisme. C'est ça. On est vraiment passé de la théorie à une myriade d'applications. Et en parlant de pratique, plongeons dans notre premier cas. Le titre est un peu barbare. DLNISC risque, un framework d'apprentissage profond pour l'analyse du risque financier dans l'industrie pétrolière et gazière. Bon, derrière ce jargon, c'est quoi le problème concret? C'est un problème qui coûte des fortunes. Imaginez une entreprise qui fabrique des équipements pour des plateformes de forage en mer. Pour ça, il faut des quantités astronomiques d'acier. Le souci, c'est que le prix de l'acier, il est super volatil. Il change tout le temps. Exactement. L'entreprise signe un contrat aujourd'hui, mais elle va acheter l'acier dans 6 mois, peut-être un an. Si le prix double entre-temps, ses marges s'effondrent. C'est des millions de perdus. D'accord, un vrai casse-tête. Et l'IA arrive à la rescousse. Comment? Je vois dans le papier qui parle de framework, de plusieurs modèles, des sigles partout. RNN, NITS, Transformer. Oui. Alors, en gros, ce sont juste différentes manières de regarder des données qui évoluent dans le temps. Chacune a sa propre spécialité. Ok, donc il faut voir ça comme une équipe d'analystes experts, en quelque sorte. C'est une excellente image, oui. Vous avez le spécialiste des tendances à long terme, celui qui repère les soubresauts soudains. Dian's Risk, ce n'est pas un seul modèle, c'est un système qui fait travailler ensemble ces différents analystes pour prédire l'évolution des prix de l'acier. Et ce n'est pas tout, si j'ai bien compris. Le système ne dit pas juste le prix va monter. Il traduit ça en risque financier. Je vois le terme value at risk, VAR. Exactement. La VAR, pour simplifier, ça répond à la question « Quel est le montant maximum que je risque de perdre sur ce projet le mois prochain avec 95% de certitude ?» C'est un filet de sécurité. Le framework prend les prévisions de l'IA et calcule cette VAR de manière bien plus précise. Le filet est plus fiable. D'accord. Et ils ont testé cette super équipe d'IA contre des méthodes plus classiques, les stats qu'on utilise depuis des décennies. Alors, qui gagne? L'IA gagne, et de loin. La différence était flagrante. Mais le plus surprenant, ce n'est même pas ça. C'est que le meilleur analyste de l'équipe n'était pas le même selon le marché. Ah bon? Oui, pour les prêts en Chine, c'est le modèle NITS qui était le plus fort. En Europe, c'était un autre, le RNN. Et aux États-Unis, c'était le Transformer. Ah, ça c'est fascinant. Donc il n'y a pas de solution miracle taille unique, il faut une approche sur mesure. C'est plus qu'une prédiction en fait, c'est un outil stratégique pour des projets qui pèsent des milliards. C'est précisément le point. On donne aux dirigeants une vision du risque, basée sur des données beaucoup plus fines, pour qu'ils prennent de meilleures décisions. On quitte les milliards de l'industrie pour un problème qui nous touche peut-être de plus près, la crise du logement. L'article s'appelle l'ITWAB, un modèle de simulation du marché immobilier basé sur des agents. C'est centré sur Lillebonne. Oui, et l'approche est passionnante. Au lieu de regarder l'économie de haut, ils font l'inverse. Ils portent de la base. C'est ce qu'on appelle un modèle basé sur des agents. Attends, des agents. On parle de quoi là? On simule des milliers de ménages virtuels? C'est un peu de Sims pour économistes, non? Haha, c'est une très bonne image. C'est un peu ça, mais en beaucoup plus rigoureux.
Chaque agent est un ménage virtuel, avec un revenu, un âge, des préférences. On en simule des milliers, on les laisse interagir, et on observe ce qui émerge, comme la hausse des prix par exemple. D'accord, je vois. Un laboratoire virtuel pour l'économie. Et ce qui est malin, c'est qu'ils l'ont utilisé pour tester des propositions politiques concrètes. C'est comme un crash test pour les programmes électoraux. C'est tout à fait ça. Par exemple, ils ont testé l'idée de réduire la TVA sur la construction neuve pour faire baisser les prix. Et alors, ça a marché dans leur simulation? Pas du tout. Impact quasi nul. La simulation a montré que la demande était si forte que cette baisse de taxe était immédiatement Absorbé par les vendeurs, c'est ça. Voilà, exactement. Absorbé. Le prix final pour l'acheteur ne bougeait quasiment pas. Incroyable. Et ils ont testé autre chose? Oui, baisser les impôts sur les revenus locatifs, l'idée c'est d'inciter les proprios à mettre plus de biens en location. Logique, non? Ça semble logique, oui. Et pourtant, le résultat est complètement contre-intuitif. Ça a fait monter les prix de vente. Comment ça monter? Ça n'a aucun sens. C'est ce que je me suis dit. L'explication, c'est qu'en rendant la location plus attractive, beaucoup de propriétaires qui pensaient vendre se sont dit « finalement, je vais le louer ». Résultat, moins de biens à vendre, l'offre diminue, et donc, les prix montent. C'est un effet de bord inattendu. C'est un exemple parfait de la puissance de ces outils. Ils te forcent à voir les conséquences indirectes, les effets pervers. Ça permet de passer d'une politique basée sur l'idéologie à une décision éclairée par la simulation. Et pour la petite histoire, la seule mesure qui faisait vraiment baisser les prix dans leur modèle, c'était la plus radicale, interdire l'achat par des non-résidents. En coupant une partie de la demande, les prix chutaient. C'est fou de pouvoir quantifier ça. Bon, on passe de la simulation des choix humains à ce qu'on laisse dans notre assiette. Belle transition, on en arrive au 3e article, sur le gaspillage alimentaire. Oui, détection du gaspillage alimentaire dans les assiettes de cantine avec des grands modèles de langage visuel. L'idée, c'est de mesurer automatiquement ce qui n'est pas mangé. Ils ont un système en 2 temps. D'abord un modèle de vision, un certain YOLO V11. Ok, Il analyse la photo d'une assiette. Il dessine des boîtes autour de tout ce qu'il voit. Viande, frites, mais aussi la fourchette, un os, une serviette. mais j'imagine qu'un système comme ça a ses limites, non? Comment il différencie une flaque de sauce et une ombre? Ou la nourriture cachée sous un couvert? C'est exactement le problème. Et c'est là qu'intervient la 2e étape, qui est la vraie innovation. Les infos du premier modèle sont envoyées à un grand modèle de langage visuel, un VLM, du type Gemini 2.5 Pro ou GPT-4. Donc on demande à une IA plus intelligente de vérifier le travail de la première. C'est plus que ça. Le prompt, l'instruction, est très spécifique. On lui dit « Agis en analyste expert. Voici ce que le premier modèle a trouvé. Corrige ses erreurs. » On lui demande d'identifier ce qu'il a manqué, comme les sauces, d'estimer la nourriture cachée. On lui demande d'appliquer un raisonnement critique. On lui demande de faire preuve de bon sens en somme. Et ça marche, cette collaboration entre l'IA qui voit et l'IA qui raisonne. Ça fonctionne incroyablement bien. La configuration avec Gemini 2.5 Pro et ce prompt a pulvérisé tous les autres scores. Ils obtiennent un R carré de 0,88, ce qui veut dire que leur estimation est très très proche de la réalité, bien meilleure que le modèle de vision seul. Ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça nous dit quelque chose de fondamental sur l'IA d'aujourd'hui. Les meilleurs systèmes ne sont pas monolithiques. Ils combinent une IA de perception brute qui voit les pixels et une IA de raisonnement qui interprète le contexte. L'une voit, l'autre comprend. C'est cette synergie qui est clé. Je suis fascinée et un peu terrifiée. Je n'ose pas imaginer une IA analysant mon assiette après le déjeuner du dimanche chez ma mère. Le rapport serait accablant. Bon, dernier cas, on change complètement d'univers. Direction l'aérospatiale. Le titre ? Accrochez-vous. Optimisation des stratégies de rangement 2D pour le chargement d'autoclaves en utilisant l'apprentissage par renforcement profond. Oui, ça vend du rêve. Mais le problème est très concret. Un autoclave, c'est un four industriel géant, sous haute pression. Ça sert à durcir les pièces en matériaux composites, comme la fibre de carbone des avions. Et le problème, si je comprends bien, c'est un jeu de Tetris, mais en version industrielle à plusieurs millions d'euros. Il faut agencer les pièces sur les plateaux du four pour perdre le moins de place possible. Exactement, un problème d'optimisation classique. Pour le résoudre, ils utilisent l'apprentissage par renforcement profond, ou DRL. L'idée, c'est d'entraîner une IA en la faisant jouer. On lui donne un plateau virtuel, des pièces, et elle essaie de les placer. Si elle réussit, on la récompense. Si elle échoue, on la pénalise. Et on la laisse faire ça des millions de fois. Jusqu'à ce qu'elle devienne championne de Tetris pour deux côtes lave. Et pour savoir si elle était vraiment douée, ils l'ont comparée à une autre méthode, les algorithmes génétiques, GA. Alors, la nouvelle IA contre la vieille méthode. Qui gagne ?
Eh bien, le résultat est nuancé et c'est ça qui est intéressant. Si on regarde juste le taux de remplissage, le score pur à Tetris, on va dire, l'algorithme génétique fait un tout petit peu mieux. 94 à 96% de l'espace utilisé. Ah, donc la nouvelle méthode est moins bonne. Pas si vite. Les chercheurs ont ajouté une contrainte du monde réel. La priorité. Dans une usine, certaines pièces sont plus urgentes. Ils ont demandé aux deux systèmes d'optimiser le rangement, mais en plaçant les pièces prioritaires d'abord. Et là, Le match a changé. complètement. L'agent en PPO s'est montré bien meilleur pour respecter cette contrainte de priorité. Je vois. L'algorithme génétique est un excellent déménageur qui remplit le camion au millimètre, mais l'agent PPO est un logisticien plus intelligent. Il sait qu'il faut charger en dernier les cartons dont on aura besoin en premier. Il n'optimise pas que l'espace, il optimise une stratégie. C'est la distinction clé. Il a appris une politique de décision, une manière de raisonner qui peut s'adapter à des contraintes. C'est infiniment plus précieux. Bon, si on prend un peu de recul, ce qui me frappe, c'est qu'on est très loin de l'idée d'une super IA qui va tout résoudre. On dirait plutôt qu'on construit des équipes d'IA très spécialisées, non? Une qui regarde et une qui réfléchit, une équipe d'analystes financiers. C'est ça le futur? Je pense que tu mets le doigt sur la tendance la plus importante. Le succès vient des approches hybrides. Et c'est là que le discours d'un des conférenciers, Mario Figueiredo, prend tout son sens. Il a parlé de découverte causale. La découverte causale. C'est-à-dire? Il expliquait que la prochaine frontière, ce n'est plus seulement de trouver des corrélations, de voir quoi. C'est de comprendre pourquoi, de comprendre les relations de cause à effet. Et les systèmes qu'on a vus, en combinant perception et raisonnement, commencent à peine à gratter la surface de ça. L'IA qui comprend pourquoi baisser les impôts fait monter les prix, c'est une IA qui raisonne sur la causalité. En résumé, l'IA s'attaque à des problèmes très pointus avec des outils de plus en plus sophistiqués. Et les meilleures solutions imitent souvent notre propre fonctionnement. Combiner nos sens pour percevoir et notre cerveau pour raisonner. Exactement. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste ouverte. On voit qu'on crée des outils d'IA de plus en plus performants et autonomes dans leur niche. Un outil pour le risque, un pour la production, un pour simuler des politiques. Mais à mesure qu'ils deviennent meilleurs, la question se pose. Comment on s'assure que leurs décisions, optimisées pour leur petit domaine, restent alignées avec nos objectifs humains plus larges, avec l'éthique? La conférence avait un axe là-dessus, mais c'est un défi qui est présent dans toutes ces applications. Ce n'est plus juste un problème de performance, c'est un vrai enjeu de gouvernance pour l'avenir.